Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, il sera question du Mont Rougemont qui obtiendra très bientôt un statut fort particulier. On va en parler avec le coordonnateur de l'Association du Mont Rougemont, Pierre Pontbriand. Mais d'abord, on va parler d'une campagne fort importante au Québec, la campagne Novembre. Et je reçois, et je dois le dire, un de mes amis que ça fait quelque temps que je n'ai pas vu et qui est ambassadeur de la campagne Novembre, un fier Joannais, Frédéric Plante. Frédéric, merci d'accepter, je suis bien content. Ça me fait un très grand plaisir d'abord de te revoir, mon cher Mario, parce qu'on a travaillé ensemble, écoute, plus d'une quinzaine d'années au Réseau des sports. Ça me fait plaisir d'être ici, puis ça me fait plaisir que tu m'invites justement pour parler de cette cause très importante que j'ai à cœur. Bien, c'est ça. Parle-nous-en justement de cette campagne qui sensibilise, je pense, les gens là, pour la lutte au cancer de la prostate. On a tendance à l'oublier, mais il y a 18 hommes à tous les jours au Québec qui reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. C'est énorme. Ça fait 6500 personnes à peu près par année, donc c'est important. Et ça a longtemps été, Mario, tabou du côté des hommes, d'aller se faire tester, de se faire vérifier, d'en parler de ce fameux cancer de la prostate. Parce que souvent, les hommes, on a le réflexe de cacher ça, tout simplement. Bien, j'en parlais avec Hugo Girard, justement, sur la série sur l'andropause, et les hommes n'osaient pas en parler, ne savaient pas trop c'est quoi. Exact. Mais c'est un réflexe typiquement masculin, je pense. C'est un réflexe typiquement masculin, puis Hugo a entièrement raison là-dessus aussi. Donc, la raison pour laquelle ces campagnes-là existent, évidemment, c'est pour amasser des fonds pour combattre la maladie, aider les familles qui ont des proches touchés par la maladie, aider à la sensibilisation. Mais ce domaine-là, cet aspect-là de la sensibilisation, c'est vraiment ce qu'il y a de très, très important parce que c'est d'expliquer aux hommes qu'il n'y a aucune honte à en parler. D'ailleurs, on doit oser, on doit en parler, que ce soit à nos amis, à nos proches, leur demander d'aller se faire tester, de vérifier. Ce n'est pas une maladie qui est taboue. Et pour ceux qui l'ont, il y a possibilité également de s'en sortir et de bien vivre avec par la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle Novembre existe. Moi, ça fait 9 ans que je suis porte-parole de cette campagne-là, Novembre, qui est pour donc lutter contre le cancer de la prostate du côté des hommes. Et c'est important de le spécifier parce que Novembre, c'est québécois, mon cher Mario. Il existe le Movember avec la moustache. Oui, c'est ça, oui. Parfois, il y a la confusion parce que Movember, c'est un excellent programme également, sauf que c'est davantage de l'argent qui va à l'extérieur de la province. Il en reste un petit peu également au Québec. Alors que Novembre, chapeauté par Procure, c'est québécois. C'est pour aider ici à la recherche. C'est pour aider les patients qui sont touchés ici au Québec. Évidemment, ça a des retombées également dans les autres provinces et à travers le monde parce qu'on met toutes ces données-là ensemble. Mais d'abord et avant tout, c'est un programme qui est chapeauté ici par un organisme québécois. Bon, tu parlais qu'il y avait à peu près 18 hommes diagnostiqués chaque jour. Depuis le début du mouvement Novembre, est-ce qu'on a senti une amélioration au niveau des traitements, au niveau de la détection du cancer? Oui, les cancers de la prostate, depuis 15 ans maintenant, se font détecter beaucoup plus rapidement. Lorsque les hommes également voient leur détection être effectuée puis qu'ils apprennent qu'ils ont le cancer de la prostate, il y a davantage d'aide beaucoup plus rapidement maintenant. Il y a 20 ans, il y avait comme une espèce de vide, c'est-à-dire que l'homme se retrouvait devant rien à la sortie du bureau du médecin, alors que là, maintenant, il existe des organismes qui sont là pour les aider. Évidemment, le plus simple, c'est procure.ca parce qu'il y a des gens qui sont là pour répondre aux appels. Il y a des gens qui sont là également pour clavarder avec vous. C'est possible également d'aller chercher de l'information directement sur le site, donc de se retrouver non plus devant une page blanche et devant quelque chose qui fait peur, mais devant de l'information et de comprendre qu'il y en a d'autres qui sont passés là, que c'est possible de s'en sortir, que c'est loin d'être une finalité tout simplement, et que c'est possible d'être accompagné à travers tout ça pour se diriger vers des jours meilleurs. Parce que de toute façon, avec la technologie d'aujourd'hui, dans le domaine de la santé, on peut facilement guérir plus facilement, prévenir plus facilement ce genre de maladie. Et améliorer, donc, effectivement. Donc, on peut guérir beaucoup plus facilement en termes de pourcentage. Je pense que c'est 22 plus depuis 10 ans, donc, d'amélioration au niveau, après la détection, de l'amélioration de la guérison. Donc, c'est quand même assez phénoménal. Au niveau de la recherche également, l'argent, c'est important, c'est le nerf de la guerre. Alors, l'argent amassé va directement pour la recherche. C'est pas étranger au fait que, dorénavant, c'est plus facile de détecter rapidement, c'est plus facile aussi d'aider les gens qui sont atteints du cancer de la prostate. Et donc, on voit que, autrement dit, il y a vraiment une amélioration qui a été opérée au cours des 15-20 dernières années en raison de cette prise de conscience. Mais surtout, c'est ça, c'est l'accompagnement également, parce qu'avant, l'homme, lorsqu'il apprenait ça, je le mentionnais tout à l'heure, mais se retrouvait devant un énorme vide. Alors que là, maintenant, avec Procure, avec l'argent amassé, avec Novembre, autrement dit, on peut aider également les proches
des gens qui sont atteints, leur expliquer ce qui se passe, les accompagner également dans tout ce processus-là, de manière à ce que la personne qui est atteinte d'un cancer de la prostate ne se sente plus seule. Bon, tu parlais de Procure qui chapeaute un peu cette campagne. On voit que tu portes un joli nœud papillon, qui est nouveau d'ailleurs au niveau design. À chaque année, c'est Dubuc, le réputé créateur québécois, donc, qui fait un nœud papillon. Donc là, ça, c'est le nœud de cette année. Ça vient également avec un petit foulard. J'ai les bas aussi, mon cher Mario. Je sais pas si on les voit, mais donc les bas Procure. En allant sur boutique.procure.ca, c'est possible d'acheter donc les différents produits de faire un don, là, mais d'acheter également les différents produits. Le nœud papillon, c'est quelque chose aussi, les gens vont penser, purement masculin. Pas nécessairement. Parce qu'il y a de plus en plus d'ambassadrices même pour la campagne. Il y en a énormément des ambassadrices. Et c'est possible même pour une femme de porter le nœud papillon, mais sinon de l'utiliser également comme un élément, là, simplement sur une robe. Ça peut être une boucle, ça peut être même dans les cheveux, peu importe. Il n'existe aucun prétexte pour ne pas l'acheter. Et c'est possible également d'acheter les nœuds des années précédentes des campagnes, ce qui fait que non seulement on garnit notre garde-robe d'un bel élément créé par Dubuc, mais en plus, c'est pour une bonne cause aussi. Donc, boutique.procure.ca. Voilà. Donc, tu es impliqué auprès de cette campagne. Ça ne m'a pas tellement étonné que tu t'impliques là-dedans parce que tu t'impliques dans d'autres choses, dont les 24 heures de Tremblant, des courses également à pied autour de la province. Oui. Pourquoi ce besoin de t'impliquer dans des causes comme ça? Écoute, il y en a plusieurs qui me demandent des fois, Mario, pourquoi je m'implique pour Procure ou pourquoi je m'implique pour le 24 heures de Tremblant qui est pour les enfants malades, ce genre de choses-là. Puis ils me disent, est-ce que tu as eu quelqu'un dans ta famille qui... Non, absolument pas. Mais on n'a pas besoin d'avoir été touché par quelqu'un dans notre famille. Je veux dire, je n'ai pas le sentiment d'imposteur en me disant, OK, je vais aider les gens qui ont le cancer de la prostate, pardon, même si je ne l'ai pas eu. C'est au contraire parce que j'ai toujours eu le goût, ça me vient peut-être de ma famille, de redonner. Je considère que je suis un être extrêmement chanceux d'être en forme, d'être en santé, d'avoir une famille en santé. Alors, c'est important pour moi, donc, de redonner. La manière avec laquelle je redonne, c'est en m'impliquant dans ce genre de cause-là. Alors, oui, le 24 heures de Tremblant qui s'en vient, ça aussi, ça fait 10 ans maintenant que je suis porte-parole. C'est pour les enfants malades, on amasse de l'argent. Et lorsqu'on est là-bas, je cours donc pendant 24 heures, mais à relais, et je suis avec les enfants là, pour lesquels je cours. Et je vais te dire quelque chose, mon cher Mario, il y en a pour qui c'est pas facile. De voir des petits bouts de chou de 7, 8 ans atteints d'un cancer du cerveau, atteints d'une leucémie rare, dans ce temps-là, ça te pousse à aller courir. Je cours également dans d'autres organismes, à Drummondville pour la course Déchaîne-toi. Ça également, c'est pour ramasser de l'argent pour la persévérance scolaire. Donc, ça fait des années que je cours là. Puis j'en ai fait d'autres également, plein de marathons à travers le monde pour un organisme Team in Training. Donc, on amassait de l'argent pour la recherche sur les cancers du sang. Donc, oui, j'ai toujours trouvé important de profiter de ma bonne santé, de ma visibilité. Je ne serai pas dupe, là. Pour aider à faire connaître des causes. Mais tu parles de ta visibilité, mais quand même, de t'approcher, ça veut dire que tu reflètes quand même une image publique qui intéresse les gens. Les gens, tu sais, à travailler à RDS, bon, t'es connu, les gens t'apprécient. Donc, je pense qu'il y a une marque d'appréciation là-dedans aussi. Bien, je pense que oui. Moi, un des plus beaux compliments qu'on peut me faire, c'est lorsqu'on me rencontre sur la rue, qu'on discute avec moi, puis tout ça, puis on me dit, mon Dieu, vous êtes comme à la télé. C'est vrai? Mais oui, mais les gens pensent que c'est ça, oui, c'est ça. Parce que on a travaillé dans le même milieu, Mario, là, ça nous est déjà arrivé de rencontrer des gens qui ne sont pas comme à la télé ou à la radio. Oui. Je ne dis pas ça négativement, mais des fois peut-être un peu. Alors que, donc, quand on me dit ça, ben, je trouve ça très, très flatteur. Et puis, c'est pas nécessairement une image que je cultive, mais j'aime les gens, j'aime aller à leur rencontre également. Alors, lorsqu'on me dit que je suis comme le gars de la télévision, ben, je me dis à ce moment-là, j'ai peut-être atteint mon but, là, tout simplement. Et je peux le confirmer, Frédéric est à la télé comme il est dans la vie de tous les jours. OK, tant mieux, je le prends. Donc, tu parlais de course à pied, que tu as fait des marathons. Oui. Ça, c'est une de tes passions. Oui. La course à pied, les marathons. Parle-nous un peu d'où ça vient, cet amour pour la course et participer à des marathons. Écoute, mon amour pour la course, ça me vient de mon grand-père, qui, lui, a couru jusqu'à 90 ans. Il est décédé à 92 ans, faisant encore de la marche rapide. Parce que quand j'ai commencé à travailler à RDS, justement, je lui avais dit à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à mettre de l'argent dans un REER, parce que là, je touche un petit peu plus d'argent à RDS. Mais à cette époque-là, je n'étais pas très, très en forme. Il m'avait dit, tu devrais investir dans un REER santé à la place. À quoi ça te sert d'avoir de l'argent si tu ne pourras pas en profiter? Parce que regarde-toi aller. Alors, il m'avait invité à commencer à courir. Et j'ai commencé en faisant le tour du pâté de maison chez moi. C'était 600 mètres la nuit, parce que j'étais très gêné. Et j'y suis retourné le lendemain parce que j'étais complètement mort après un tour, 600 mètres. Et là, je l'ai fait jusqu'à temps que je puisse le faire une fois sans être épuisé. Alors là, mon grand-père m'avait dit, là, tu as le choix. Tu fais 2 tours maintenant,
où tu essaies de faire un tour un peu plus ouais. rapidement. Donc, j'ai fait 2 tours et puis 3 tours à un moment donné. Tout ça s'est continué. Et finalement, au bout d'une dizaine de tours, il m'a dit, tu devrais arrêter de courir la nuit autour de chez toi, puis va courir, ne sois plus gêné. Tu sais, c'est ça, la course à pied. Apprends à être en forme. Et il m'avait dit, un jour, tu vas courir des marathons. Ah Puis oui? puis j'étais parti à rire en disant, jamais je vais le faire. Ça, tu avais quel âge à ce moment-là? J'ai commencé à RDS, donc j'avais 23 ans OK. quand j'ai commencé. Donc, fin des années 90. Fin des années 90. Et c'est ma plus grande fierté, je n'ai jamais arrêté de courir depuis. J'ai participé à des marathons, des demi-marathons sur à peu près tous les continents de la planète, sauf l'Océanie. Je n'ai jamais été en Australie courir là, mais j'ai couru vraiment dans des coins du monde où bien peu de gens ont pu aller. La course m'a amené aussi à faire des rencontres absolument exceptionnelles, à l'extérieur du domaine sportif, vraiment, parce que c'est une passion qui se partage, la course à pied, entre des gens de différents niveaux, de différentes cultures, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle je continue encore à courir. À tous les jours, si vous êtes sur le bord de la bande du canal ou de la rivière Richelieu, vous risquez de me voir passer parce que je cours, j'aime ça, ça me permet de m'évader, tout simplement. Ouais. Lequel marathon qui t'a le plus marqué, là, que tu as trouvé Écoute, le marathon de Rome, parce que j'en avais déjà parlé, c'est parce que je devais le faire avec mon meilleur ami. Et il s'est enlevé la vie 3 semaines avant notre départ, après qu'on se soit entraînés tous ensemble. Le marathon était en mars, début du mois de mars, et puis lui, donc, est décédé. Il s'est enlevé la vie au mois de février. Un mois qui est gris, tu sais, quand on souffre de dépression, ce genre de choses-là. Alors, j'avais décidé d'aller le faire quand même, en son honneur. J'avais écrit son nom sur mon chandail, j'avais sa photo même avec lui, et ça a été mon temps le plus lent, mais ça, c'est pas important parce que quand je courais, je m'arrêtais à tous les endroits où on avait promis de s'arrêter pour aller visiter. Ouais. Donc, ça a été très, très émotif, le marathon de Rome. J'y suis retourné cet été. Avec ma femme pour aller lui montrer les endroits justement que je devais visiter avec mon ami Benoît. Donc ça a été vraiment un marathon assez particulier. Mais sinon, le marathon de Paris, le marathon de New York, le marathon écoute, en Alaska, il y en a plein là, qui me viennent en tête. Même Ottawa, j'avais adoré. Donc, tu en as fait combien à peu près des marathons? Écoute, j'ai une centaine de dossards de marathons, de demi-marathons. OK. Oui, j'en ai fait quand même beaucoup. En tout, des courses organisées, là, j'ai dû participer à 300-350 courses organisées là, un petit peu partout sur la planète, beaucoup au Québec, mais au Canada, aux États-Unis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là. Puis comme tu disais, tu es encore impliqué parce que, bon, il y a Drummondville, puis tu fais encore des... Oui, puis je suis invité. À chaque année, j'accepte 3-4 courses comme ça un peu partout au Québec. Où je peux leur donner un petit peu de visibilité pour différentes causes. Donc, ça me fait toujours plaisir d'aller courir avec les gens. Puis, avant, je courais puis je me dépêchais, même quand j'étais ambassadeur pour ce genre de course-là. Mais depuis, j'y prends tellement plaisir que je cours avec les gens. Et souvent, je tourne parce que je retourne de bord pour aller en chercher qui sont plus lents puis je jase. Donc, finalement, je peux terminer un 10 km avec sur mon GPS 14 km de fait parce que je me promène partout, je discute avec les gens, j'adore ça. Bon, tu parlais donc ton circuit ici à Saint-Jean, donc bord du canal, parce que tu es un Joannais depuis tout récemment. Ça fait depuis, 2 ans et demi. Là. En fait, le 6 juillet dernier, ça faisait 2 ans que j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Et j'adore. Oui, j'adore. Oui, on s'en est parlé d'ailleurs. Oui. Tu pourrais suggérer plusieurs bonnes adresses d'ailleurs. Hein? D'excellentes adresses, que ce soit au niveau des restaurants, mais des endroits pour aller pour se reposer, puis des endroits pour aller faire du sport aussi. C'est ça. Donc, tu as découvert donc, un circuit là, que tu fais régulièrement à la bande du canal. Bien, c'est ça, souvent. Donc, je pars de chez moi, puis là, je prends la bande du canal en direction du vieux Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc là, je viens courir ici, je retourne chez moi. Ça me donne 12 km, mais souvent, je m'en vais en direction de Chambly aussi. Je le fais parfois en kayak, je le fais en vélo aussi. Ah non, c'est une ville. J'aime ça. Les gens sont dehors, les gens marchent, les gens prennent de l'air. C'est vraiment une municipalité là, qui me plaît beaucoup. Bon. On n'a pas le temps, mais on pourra reparler là, aussi de ta passion de la Formule 1 parce que... Comment on n'a pas le temps? Mais non, c'est presque déjà terminé. C'est sûr. Oui. Frédéric, merci infiniment. Plaisir, et puis, bonne chance pour la campagne. Donc, c'est tout le mois de novembre. Oui. Les gens peuvent donc se procurer soit le nœud papillon ou... le petit foulard, les boutiques.procure.ca. Ben, merci beaucoup, Frédéric Plante. Et puis, on peut le voir tous les jours à RDS au 5 à 7. Oui, monsieur. Émission que j'ai collaboré pendant 12 ans, je pense que c'est ça, 12 ans. 12 ans. On s'est côtoyés depuis... Ça a été de beaux moments, ça. De très, très beaux moments. Tu as été un architecte de cette émission-là. Un grand plaisir, Mario. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Donc, on fait une petite pause et au retour, on parle à M. Pierre Pontbriand de l'Association du Mont-Rougemont pour un statut particulier qu'obtiendra le site au cours des prochaines semaines. Le cancer touche
tout le monde, que tu sois athlète ou pas. Osons le porter, osons en parler. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, cette semaine à Sport Express, souvent ça a été ça le sport des Québécois. Baseball et hockey. Renaud Lefort des Quatre Chevaliers en deuxième partie, François Meunier et Michel Godette pour les gants blancs. Manquez pas ça. On apprenait il y a quelques jours que la communauté métropolitaine de Montréal envisage de créer un statut particulier pour le Mont-Rougemont, un paysage humanisé. Et pour nous en parler, on a M. Pierre Pontbriand, qui est le coordonnateur de l'Association du Mont-Rougemont. Bonjour, M. Pontbriand. Bonjour, monsieur. Parlez-nous un peu de ce projet. Donc, c'est quoi un paysage humanisé? Un paysage humanisé, c'est une aire protégée, une aire naturelle protégée qui a un statut moins important que, par exemple, une réserve naturelle. Dans une réserve naturelle reconnue par le gouvernement, il n'y a pratiquement aucun usage qui peut être fait par les gens ou des propriétaires voisins. D'accord. Tandis que dans un paysage humanisé, il est prévu que les gens habitent le territoire et l'utilisent à différents usages. Donc, les usages humains compatibles avec, on va dire, des activités durables sont autorisés et même, je dirais, favorisés dans un paysage humanisé. Parce qu'il faut dire que le Mont-Rougemont, là, à moins que je me trompe, c'est une propriété privée. Bien, c'est la propriété d'environ 350 propriétaires différents. Qui touche 3 municipalités. Qui touche 3 municipalités, dont une seule est dans la communauté métropolitaine de Montréal. OK. On parle aussi que ce n'est pas un projet qui touche simplement le Mont-Rougemont, on parle des collines montérégiennes. Là. Donc, c'est l'ensemble des collines montérégiennes qui va être touché par ça. C'est l'ensemble des collines montérégiennes qui sont sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, précisez-nous. Alors là, il y a 10 collines montérégiennes. Là-dedans, il y en a 5 qui sont sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, donc Oka, Mont-Royal, Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire et une partie du Mont-Rougemont. OK. La communauté métropolitaine de Montréal veut faire ce projet-là sur ces collines de son territoire. Qu'est-ce que ça va apporter si le Mont-Rougemont là, donc, obtient ce statut particulier? Qu'est-ce que ça va amener pour la région et la communauté? Bien, ça va apporter une protection reconnue du territoire. Donc, une aire protégée qui va pouvoir être comptabilisée dans le 30 d'aires protégées, qui est l'objectif du gouvernement du Québec, qui s'enligne sur tout ce qui a été discuté lors de la COP 15 à Montréal il y a 2 ou 3 ans. OK. Donc, c'est un objectif international et ça va ajouter du territoire protégé pour atteindre cet objectif-là. Bon, et le territoire protégé, c'est quoi? Donc, on touche à rien ou on développe des sentiers? C'est quoi le territoire protégé? On peut dire qu'il y a déjà beaucoup de règlements, des règlements municipaux, des lois provinciales et même fédérales qui s'appliquent sur le territoire et qui le protègent de différentes façons. Mais toutes ces lois-là, tous ces règlements-là sont de nature temporaire, peuvent être assez facilement modifiés par des conseils municipaux, par d'autres gouvernements, tandis que le paysage humanisé, par le fait qu'il a un statut reconnu internationalement, va apporter une protection accrue. Autrement dit, ça vient comme pérenniser ou rendre à long terme certains règlements qui sont déjà existants. Parce qu'en réalité, les restrictions d'usage sont moindres dans un paysage humanisé qu'elles ne le sont dans les règlements déjà actuels. Par contre, son caractère permanent vient changer les choses. D'accord. Que là, on va chercher un statut permanent, ou presque. C'est parce que 25 ans ou permanent. Bon, je ne veux pas aller en détail là-dedans, mais est-ce que ça va donc favoriser la valeur des propriétés sur le Mont-Rougemont si on applique ça?
J'en doute, là, Ouais. j'en doute, dans le sens où déjà les propriétés qui sont là ont une protection par le biais de la loi de protection du territoire agricole. Donc, cette protection-là, on n'ajoutera pas nécessairement d'attrait qui pourrait modifier la valeur des propriétés. La valeur, je dirais, de sa biodiversité, la valeur de la nature, qui est moins facile à chiffrer, elle va être accrue possiblement parce que c'est une protection à long terme. Donc, c'est un peu le rôle pourquoi il y a une association du Mont-Rougemont, justement, pour gérer tout ça, la biodiversité et tout ça. Là. Bien, l'association a été créée. La première association est née en 1979, lorsque la loi de protection du territoire agricole était à l'étape de projet. Le Mont-Rougemont n'était pas inclus du tout à ce moment-là. Puis là, il y a des propriétaires du Mont-Rougemont et des citoyens des environs qui se sont regroupés pour faire une association pour intégrer le Mont-Rougemont dans cette loi-là. OK. Maintenant, il a été protégé par cette loi, mais c'est une loi c'est une protection de type agricole. C'est-à-dire que c'est à peu près seulement la construction domiciliaire, résidentielle, urbaine qui est exclue, mais toutes les autres pratiques sont toujours possibles, surtout au niveau agricole. Tandis que là, ben, l'association s'est greffée, a grandi, s'est modifiée pour finalement regrouper les propriétaires qui souhaitaient que la nature puisse se préserver à long terme en adoptant des pratiques qu'on va qualifier de durables dans leurs exploitations. D'accord. Et là, on est là un peu, nous, pour les aider, pour chapeauter tout ça, pour sensibiliser la population. Mais même si c'est une propriété privée, je pense qu'il y a des sentiers, les gens peuvent aller au Mont-Rougemont. En fait, il y a un grand nombre de sentiers utilitaires utilisés par les propriétaires eux-mêmes. Il y a un petit sentier pédestre ouvert au public du côté de Rougemont, la cidrerie Michel Jaudoin. C'est le seul sentier public, ouvert au public, qu'il y a sur le Mont-Rougemont. En principe, tout le restant de la montagne n'est pas ouvert au public. OK. Il ne le sera pas même avec le statut. On ne peut pas présumer de l'avenir. Cependant, le statut n'y changera rien. C'est-à-dire que ce n'est pas un statut qui va favoriser l'ouverture de d'autres sentiers ou l'empêcher. Étant donné que c'est justement un paysage humanisé, la présence humaine est incluse, il sera possible d'ouvrir des sentiers au public. Mais ça, c'est une question de volonté des propriétaires. Alors, s'il n'y a pas de volonté des propriétaires ou de volonté publique qui va vraiment dans ce sens-là, il n'y en aura pas davantage. D'accord. Est-ce qu'il y a des activités qui se font justement pour promouvoir le Mont-Rougemont? Bien, disons que nous, pas seulement nous, mais disons que même au niveau municipal, au niveau des entreprises qui entourent le Mont-Rougemont, il y a quand même une visibilité au niveau du paysage, au niveau, par exemple, des fêtes gourmandes ou toutes les activités qui tournent autour de l'agriculture, puis des denrées qui sont produites en piémont du Mont-Rougemont. Il y a quand même une certaine promotion qui se fait, mais pour le mont lui-même, en ce qui est les sentiers ou ces trucs-là, il n'y a pas vraiment de promotion qui se fait là-dessus. Pour revenir donc à ce projet-là, je pense qu'on est en consultation actuellement avec la population jusqu'au 29 novembre. Exact. C'est la communauté métropolitaine de Montréal qui a lancé cette consultation publique-là. C'est une consultation qui est prévue dans la loi sur les paysages humanisés. C'est une consultation qui est obligatoire. Ça fait partie de l'ensemble de ce que la communauté métropolitaine de Montréal doit ramasser comme information et doit fournir au ministère de l'Environnement pour obtenir la reconnaissance d'un paysage humanisé. Mais ça peut se poursuivre après le 29 novembre. Après le 29 novembre, la communauté métropolitaine de Montréal peut encore recevoir des documents écrits, des mémoires, des trucs comme ça. Mais là, je ne connais pas la date exacte où ça finit. Mais c'est censé être une consultation ouverte. Alors, le 29 novembre, il y a un sondage en ligne. La communauté métropolitaine participe, je pense.
l'onglet sur le site Internet. Et ça, c'est jusqu'au 29 novembre, mais la consultation va sans doute perdurer. Il se pourrait qu'il y ait même des assemblées publiques de consultation. Mais ça, je ne connais pas exactement parce que c'est la communauté métropolitaine qui gère ça. Donc, c'est difficile de savoir quand exactement la décision sera rendue là, pour la protection du monde. Ça va être dans les mains du gouvernement une fois que le dossier va être complété et que la communauté métropolitaine va avoir envoyé son dossier au gouvernement. Le gouvernement va appliquer ses grilles de critères et dont la consultation fait partie et va approuver ou non. Il y a quand même de multitudes de critères qu'il faut qu'ils soient... qui rentrent là-dedans. Et le territoire doit être documenté, cartographié. Tout ce qu'il y a présentement sur le site doit être documenté. Les activités agricoles, commerciales, le résidentiel, parce qu'il y a même une partie résidentielle qui peut être acceptée dans un paysage humanisé. Tout ça, c'est documenté par les gens à la communauté métropolitaine. Nous, on a participé d'ailleurs à titre de consultant dans des comités. Chaque colline avait son comité pour en discuter. Nous en avons fait partie. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a trouvé que l'idée était très bonne. En fait, c'est que nous, au départ, on était, comme tout le monde, un peu inconnaissants de ce que c'était que ce projet. Mais finalement, en participant à ce comité-là, on a trouvé que c'était vraiment intéressant comme statut à rechercher. Et on va sans doute nous-mêmes essayer de voir avec les 2 autres municipalités d'un territoire s'ils ne pourraient pas aussi cheminer vers un statut de paysage humanisé, ce qui ferait du Mont-Rougemont, la colline entière pourrait l'obtenir. Est-ce qu'il y a de quoi de comparable ailleurs? Ailleurs, vous voulez dire dans le monde? Enfin, au Québec, là. Québec, s'il y a un titre comparatif pour les gens. Au Québec, il y a un paysage urbanisé jusqu'à maintenant qui a été créé, c'est à l'île Bizarre. C'est aussi un projet de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, la communauté a pris une expérience avec ce projet-là, qui a quand même pris une dizaine d'années avant de voir le jour, d'être reconnu. Maintenant, c'est plus vite parce que justement, ça a été débroussaillé. La communauté a fait un travail. Même le ministère, c'était nouveau pour lui aussi, d'ailleurs. Donc, maintenant, on pense que les futures demandes vont aller plus vite. Donc, on parle plus d'un horizon de 2 ans à peu près, à partir du moment où on monte un dossier pour obtenir un statut. C'est une hypothèse. On ne sait pas si ça sera ça, mais c'est possible. Ça fait peut-être environ 1 an que la communauté a commencé à travailler là-dessus. Donc, on est dans la 2e année, possiblement. Bon. Donc, les gens qui veulent avoir de l'information, de toute façon, peuvent aller sur le site de la communauté. C'est le meilleur endroit. Communauté métropolitaine de Montréal. Il y a une section spéciale qui est vouée à ce projet-là. Puis, il y a des références sur le site du ministère de l'Environnement aussi pour en savoir plus, effectivement. Bien, M. Poirier, merci beaucoup. On va suivre ça de près au cours des prochaines semaines. Ça m'a fait plaisir. Alors voilà, c'est tout pour la Tribune TV Cher pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine.